Donc, je vais débuter en parlant de mon sujet de mémoire qui est Metal Gear Solid 5. Recherche que j'ai entamée il y a quelques mois et je vais vous faire une présentation. On va d'abord commencer par diviser les différents éléments qui composent le jeu. Et après ça, on va parler plus parler des composantes de recherche liées avec les différents éléments du jeu. Donc, un jeu, n'est-ce qu'un jeu? J'ai choisi ce sujet Metal Gear Solid 5 à cause que je trouvais que c'était un sujet jeu vidéoludique qui était bien situé artistiquement et entrepreneurialement, dans le sens que c'est une production, c'est une grande série Metal Gear Solid, mais c'est aussi une série qui a un potentiel artistique assez particulier pour une grosse production vidéoludique. C'est pour ça que je me suis intéressé à ça en particulier. On retrouve aujourd'hui la question qu'on va essayer de répondre, c'est en quoi le processus de déterritorialisation et de reterritorialisation culturelle ayant donné naissance à Metal Gear Solid 5 contribue-t-il à l'identité médiatique de ce dernier et que peut-on en ressortir du jeu vidéo en tant que médium? Ici, on va utiliser essentiellement cette expression, ce terme de Deleuze et Guattari, la reterritorialisation et la déterritorialisation. Donc, pour parler de comment est-ce que différentes plateformes médiatiques vont s'insérer à l'intérieur de Metal Gear Solid 5 pour construire une identité médiatique propre au jeu. On commence par présenter un peu Hideo Kojima, qui est le réalisateur à l'origine de la série. C'est l'écrivain, réalisateur et producteur qui a réalisé tous les Metal Gear Solid depuis le premier épisode. Il est né le 24 août 1963 à Tokyo. Il a commencé son parcours dans la compagnie Konami avec son premier jeu en 1986 nommé Penguin Adventure. On peut comprendre que pour un jeune finissant en domaine cinématographique qui espérait atteindre la gloire, travailler sur un projet nommé Penguin Adventure pour une compagnie vidéoludique, c'était un peu quelque chose qui a brisé ses fantasmes. Par contre, il va se rattraper avec les années qui vont suivre en réalisant des projets qui vont toujours avoir une esthétique ou une inspiration cinématographique toujours plus développée. Et entre autres, quand il va arriver avec le premier Metal Gear en 1987, il va tout de suite s'inspirer d'un certain corpus de films d'action américains qui va s'élargir avec le temps et former la série Metal Gear Solid. Metal Gear Solid 5 est un jeu vidéo de type action-infiltration paru en 2 parties, développé par Kojima Productions et édité par Konami. D'abord, il y a eu Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, qui est sorti en mars de 2014, et ensuite de ça, un an après, est sorti Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. 2 jeux qui se suivent un après l'autre, mais qui ont une utilité différente, disons, mais je ne reviendrai pas là-dessus sur ma présentation, à cause que c'est pas pertinemment. Il suffit de garder en tête que quand je parle de Metal Gear Solid 5, je parle et de Ground Zeroes et de The Phantom Pain. Les 2 parties en même temps. Par contre, on va surtout s'axer sur The Phantom Pain, et pour en faire un petit synopsis pour que tout le monde soit bien établi. The Phantom Pain se déroule en 1975. Ça parle de Big Boss, le chef de la société militaire privée Militaires sans frontières, qui tombe dans le coma lors d'une attaque contre celle-ci. Sa compagnie se fait détruire et la majorité de ses hommes sont tués. En reprenant connaissance en 1984, date qui n'est pas une coïncidence parfaite, Big Boss, à l'aide de sa nouvelle entreprise Diamond Dogs, part en quête de vengeance contre Skullface, dont l'objectif est de détruire la langue anglaise. Voici qu'il y a déjà plusieurs éléments intéressants à souligner. On va en revenir. Le jeu en tant que tel se déroule à la 3e personne. Le joueur contrôle le Big Boss, essentiellement Big Boss, mais en tant que tel, il peut jouer aussi avec d'autres personnages. À la 3e personne de dos, le joueur doit infiltrer différents encampements, différentes bases ennemies dans un monde qui est ouvert. Donc le joueur a la possibilité d'explorer différentes zones, choisir ses approches. Il peut ou non choisir de tuer des soldats ennemis. C'est une décision qui revient au joueur. Si on voit un peu à quoi ça ressemble esthétiquement à l'intérieur du jeu, c'est un jeu qui se veut photoréaliste. Donc, pour commencer, on a des procédés de transmission à l'œuvre dans le jeu. On va commencer par la base, la grosse base. Il y a des personnages dans le jeu. Le protagoniste et son opposant. D'abord, il y a Big Boss, le chef de Diamond Dogs. Il cherche à se venger de Skullface, l'homme qui est responsable de la destruction de son entreprise et de son coma. Et il y a Skullface, le chef de Xof. Il espère détruire la langue anglaise et en finir avec la mondialisation avant que l'anglais ne dévore toute culture. Bien sûr. Il faut s'adapter à son ennemi pour être capable de le combattre. Là. Il y a les adjuvants qui se joignent à la quête de Big Boss, dont la très particulière Quiet, particulière par son habit surtout. Tireuse d'élite aux capacités surnaturelles qui se joint à son gré à Diamond Dogs après avoir été capturée par Big Boss.
Une analyse féministe très intéressante à faire sur ce personnage-là. On va en faire une un peu par la suite. Malheureusement, ça ne va pas être le sujet principal de présentation, mais dans mon mémoire, j'aborde un peu plus le sujet. C'est très, très intéressant. Et il y a deux autres adjuvants de Big Boss, Kazura Miller et Revolver Ocelot, qui sont deux proches conseillers de Big Boss qui gèrent Diamond Dogs lors de ses nombreuses absences de Big Boss, qui est toujours sur le champ de bataille, parce que logiquement, tu envoies toujours ton chef sur le champ de bataille se battre pour toi. Logique parfaite des jeux vidéo. L'histoire du jeu se divise en deux chapitres qui sont extrêmement inégaux. Le chapitre 1 qui s'appelle tout simplement Revenge et le chapitre 2 Race. Le chapitre 1. Donc, dans le chapitre 1, on est devant une dénonciation des abus de la guerre et des atrocités qui sont permises par la domination militaire et culturelle. On va voir différents champs de bataille qui vont être documentés à travers le jeu, que le joueur va pouvoir avoir accès à des informations à travers les discussions entre les soldats que le joueur peut espionner, mais aussi à travers des cassettes que le joueur trouve et qui documentent les différents événements historiques qui arrivent sur des champs de bataille à travers le monde. Il y a des personnages tels que Skullface et Code Talker aussi qui servent à présenter des abus militaires et des dominations culturelles qu'on peut trouver à travers le monde. Skullface, de son côté, c'était jadis un enfant hongrois qui a souffert de l'occupation nazie et soviétique. Il s'est fait assimiler à différentes cultures et a oublié sa langue natale, pour donc par la suite tomber dans la langue anglaise et y rester tout de même. Code Talker est anciennement un enfant Navajo. Excusez-moi, je le prononce mal. Mais c'est pas juste Jo, c'est pas Navajo. C'est une prononciation que je dis mal. Privé de sa langue à cause du gouvernement américain qui souhaitait assimiler les enfants de sa culture. Les Navajo sont une culture amérindienne qui vit aux États-Unis. Et Code Talker est un représentant et lui a souffert d'assimilation culturelle américaine. Voilà. Donc, à travers ces deux personnages-là en particulier, mais aussi à travers les champs de bataille, on voit une assimilation, une domination culturelle qui a lieu. Dans le chapitre 2, Big Boss, à la fin du chapitre 1, excusez les spoilers, mais Big Boss triomphe sur Skullface, réussit à le tuer. Le chapitre 2, donc, qu'est-ce qu'il peut nous présenter particulièrement le chapitre 2? Et la réponse est absolument rien. Et c'est là que ça devient intéressant quand même. Parce que la langue anglaise a été sauvée, mais il n'y a plus rien après en termes de quêtes, sinon on a des nouvelles conquêtes militaires qui sont vides de sens et l'établissement d'une culture de surveillance au sein de Diamond Dogs afin de se protéger de traîtres éventuels. C'est un chapitre d'errance, il n'y a plus d'objectif précis. Big Boss a conquéri Skullface, l'a exterminé. La quête se tourne vers l'intérieur de Diamond Dogs parce que Big Boss s'établit une nouvelle culture dans sa compagnie de surveillance. Donc, c'est une recherche du fantôme de Skullface à travers le vide qu'il laisse derrière lui. Il y a un vide constant. Les personnages recherchent à aller plus loin, mais ils ne sont pas capables. Ils ne trouvent rien. Le champ intermédiaire du jeu. Vous voyez ici derrière, dans la base des Diamond Dogs, il y a des affiches qui sont affichées à partir du chapitre 2. Big Boss is watching you. Pour ceux qui ont peut-être lu 1984, c'est la moindrement de chose, cette affiche est une référence assez limpide à l'affiche classique Big Brother is watching you. Dans 1984, donc, on a affaire à un roman dystopique paru en 1949 sous la plume de George Orwell. Les liens qui lient ce roman-là à The Phantom Pain sont d'abord temporels. The Phantom Pain se déroule en 1984 aussi. L'utilisation de la figure de Big Boss en tant que Big Brother, figure mythique. On va avoir des comparaisons qu'on va voir par la suite. Dans The Phantom Pain aussi hier, on a affaire à une paranoïa envers son prochain. Hors du chapitre 2, tous les soldats de Diamond Dogs sont encouragés à trahir, à dénoncer leur prochain. Pour que la compagnie soit en sécurité, on invite tout le monde à se dénoncer. C'est un climat de terreur et de méfiance qui commence à apparaître dans Diamond Dogs comme dans la société de 1984. Il y a aussi la présence dans The Phantom Pain de la Room 101, qui est également une salle de torture des Diamond Dogs, comme dans 1984, la salle de torture où le personnage principal va plus ou moins finir ses jours. Plus ou moins, j'insiste. Certains personnages vont donc se faire torturer, comme dans 1984, et tous les protagonistes de Phantom Pain qui vont se faire torturer vont aimer davantage Big Boss après presque chaque séance de torture. Un peu une façon similaire à 1984, lorsque le protagoniste et sa douce moitié se font torturer par Big Brother, en ressortent plus aimants de Big Brother lorsque la torture a bien acheminé. Il y a, comme dans 1984, aussi, The Phantom Pain présente des situations de domination linguistique problématiques, comme dans Phantom Pain, c'est le novlangue qui veut s'établir comme langue dominatrice afin d'emprisonner la pensée des gens, faire en sorte qu'ils ne puissent pas penser à se rebeller.
Et dans Phantom Pain, donc, c'est pas une nouvelle langue, mais c'est l'anglais, qui est une langue dominatrice, qui est néfaste pour la culture des gens. Dans Phantom Pain, on assiste à des scènes de torture, entre autres, comme ici, c'est le docteur Emmerich qui se fait torturer dans la Room 101, sous les ordres de Big Boss. Il va en sortir de cette torture-là. Oui. Il va en sortir aimant terriblement Diamond Dogs. Par la suite, il va se faire une tasse I Love Diamond Dogs et servir joyeusement sous les commandes de Big Boss. Aussi Quiet, qui au début s'est fait torturer. Toujours dans sa tenue classique par Diamond Dogs pour des informations qu'il ne révélera jamais. Mais malgré tout, pendant une des séances de torture au courant du jeu, il va être révélé qu'elle a une foi immense envers Big Boss et bref, son amour pour Big Boss, un amour figuratif et pas sexuel ou amoureux en tant que tel, va s'agrandir encore plus au courant de la partie. Aussi référence à Moby Dick, roman paru en 1851 écrit par Herman Melville. Big Boss, comme le capitaine de Moby Dick, est un capitaine en quête de vengeance, quête qui le détruit. D'ailleurs, le nom de code de Big Boss par l'hélicoptère qui va l'extraire des champs de bataille, c'est Ahab, comme le capitaine de Moby Dick. Et le Pequawk va aussi être le nom de l'hélicoptère qui va extraire Big Boss des champs de bataille. Et aussi, autre lien qu'il faut associer Moby Dick à The Phantom Pain, c'est qu'au début, le jeu était dissimulé sous une autre identité. Il était simplement appelé The Phantom Pain, mais il n'est pas appelé Metal Gear Solid 5, que c'était pour participer à une campagne publicitaire qu'Hideo Kojima avait lancée. Bref, au début, les gens spéculaient terriblement, mais est-ce que le Phantom Pain serait le prochain Metal Gear Solid? Est-ce possible? Est-ce que Moby Dick Studios serait un piège pour nous empêcher de découvrir la vraie compagnie derrière le Phantom Pain? Et il y a eu une paranoïa incroyable dans le monde vidéoludique à ce sujet-là, qui a duré plusieurs jours. Et Diamond Dogs, bien sûr, qui est un album, une chanson écrite de 1974 par David Bowie, qui parle d'un futur post-apocalyptique peuplé par des criminels sans pitié. L'album est fortement inspiré de 1984 et contient d'ailleurs une chanson nommée 1984, d'ailleurs. C'est vraiment encore le cercle sur The Phantom Pain, les références à ce milieu fasciste. En Diamond Dogs, j'ai aussi un surnom qui est parfois attribué aux mercenaires de la société militaire privée qui recherchent le minerai du diamant, qui encore une fois renvoie un peu de Phantom Pain, mais je ne m'attendrai pas à ce sujet-là. Ici, on voit le logo des Diamond Dogs, un chien, un diamant, une banderole. Et dernière référence intermédiaire pertinente qu'on va signer aujourd'hui, Les Enfants terribles de Jean Cocteau, paru en 1929. Ça met en scène des enfants qui deviennent adultes, mais continuent de vivre dans un monde à part, mais ne grandissent jamais. Les Enfants terribles, c'est aussi le nom qui est donné aux enfants de Big Boss, dont Ellie, qui est un chef de groupe d'enfants soldats qui apparaît dans The Phantom Pain. Et dans The Phantom Pain, donc, les enfants terribles, ça va être les enfants soldats qui apparaissent à travers le jeu, qui ont une importance assez primordiale à travers le récit. Oui, donc, changement de page. Ici, on voit une mission à travers le jeu. Le joueur doit extraire les enfants soldats lors d'une mission. Et entre autres, le joueur doit transporter un des enfants blessés sur son épaule pour ne pas l'abandonner derrière lui. Ces enfants-là, après ça, vont se faire réhabiliter dans Diamond Dogs, mais pas avec un immense succès. En fait, ils vont même quitter Diamond Dogs en avoir un hélicoptère et des armes. Il faut dire que l'idée de réadapter des enfants en les enfermant dans une société militaire privée où le combat et les activités belligérantes sont le seul loisir n'était peut-être pas une meilleure idée, même si Big Boss à l'origine avait une idée humanitaire derrière ça. Alors, on voit ici une scène dans laquelle l'enfant soldat en question vole la mitraillette d'un soldat de Diamond Dogs après avoir été surpris par un geste qui est jugé trop violent à son égard. D'autres médias maintenant qui inspirent The Phantom Pain. Il faudra d'abord dire de The Phantom Pain qu'il s'agit d'un immense plan séquence vidéoludique. C'est un jeu qui est entièrement construit en concept de plan séquence interactif, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune transition entre les cinématiques et le jeu en tant que tel. Le joueur arrive devant des scènes qui, par exemple, celle-ci, oui. Ici, c'est une scène dans le jeu où le joueur, on ne voit pas grand-chose ici, le joueur découvre une scène où des gens souffrent d'une sorte de parasite, des cordes vocales, là, pour les tuer. Le joueur entre dans la pièce, se promène, arrive à l'extrémité de la scène, se déclenche une cinématique où la caméra derrière le joueur va simplement se déplacer pour débuter la cinématique. Le joueur perd le contrôle du personnage, mais il n'y a aucune transition, aucun plan coupé en aucune circonstance. La caméra suit toujours le joueur. C'est sûr que par contre, des fois, il va y avoir des chargements pour quand le joueur change de zone, par exemple, appelle un hélicoptère. Le joueur embarque lui-même dans l'hélicoptère à quitter la zone. Parce que l'hélicoptère démarre, il y a un écran pour dire que le jeu charge une nouvelle section du jeu. Malgré ça, l'illusion désirée, c'est d'un plan séquence continu,
qui ne veut aucune coupure autant que possible. Et aussi une immersion totale de l'interface qui est très importante dans le jeu. Le joueur qui contrôle Big Boss ne peut jamais arrêter le jeu en tant que tel. Par exemple, le joueur a des cassettes pour écouter des enregistrements pris sur des champs de bataille ou des récits d'autres personnages qui lui font. Le joueur peut, en tout moment, ouvrir le menu, écouter ces cassettes-là en question, changer différentes options de menu, contrôler sa base à distance. Mais lorsque le joueur souhaite écouter les cassettes, rien ne s'arrête. Qu'il soit dans l'hélicoptère qui le ramène à sa base, qu'il soit sur le champ de bataille, tout continue à bouger autour de lui. Et le son aussi continue. Donc, par exemple, cette scène-là, je crois... Est-ce que j'étais peut-être ou pas sur un champ de bataille? Non, je crois que non. Mais bref, sur un champ de bataille, tu peux ouvrir ta cassette, écouter l'enregistrement, et tu peux continuer à te faire repérer. En fait, le son des cassettes peut servir, je crois, à faire en sorte que les soldats ennemis t'entendent qu'il y a du son et te trouver. Donc, c'est impossible de faire pause et de se séparer de l'action en cours. L'action est continue. Si le joueur souhaite s'immerser dans les cassettes pour comprendre plus de l'histoire, ça peut être à son problème. Donc, le jeu en tant que tel, aussi en termes de mécanisme. Kojima, à travers de Phantom Pain, cherche à atteindre une douleur fantôme et la faire provoquer chez le joueur. Il va chercher à atteindre une conclusion insatisfaisante du chapitre 1 dans laquelle le joueur ne vainc pas l'antagoniste. Aucun combat réel contre Skullface. Big Boss, son combat final n'est pas contre Skullface et contre un gigantesque robot, donc créé par Skullface et ses alliés. Donc, il n'y a pas de satisfaction à cet égard-là. Il y a aussi un manque de sens au chapitre 2 dans l'errance du joueur, un manque complet aussi à ce côté-là. Il y a aussi l'utilisation du personnage de Quiet, et dans sa disparition complète aussi qui va marquer le jeu. Par exemple, Quiet est extrêmement sexualisé dans le jeu, et c'est ça, et tu sais tout ça son intérêt aussi. D'ailleurs, c'est une des reproches qu'on fait le plus à Hideo Kojima, c'est par rapport aux critiques féministes, et à mon avis, elles sont fort justes malgré tout. Donc, la sexualité de Quiet est exploitée, dans le sens que quand un joueur est dans l'hélicoptère, entre autres exemples, Quiet, lorsque le joueur décide de la regarder, se met à s'exhiber fièrement. Non seulement elle supporte se promener dans cette tenue, mais elle aime s'exhiber apparemment devant le regard du joueur. Elle prend différentes positions plus ou moins alléchantes, regarder le joueur, lui sourire à l'occasion, montrer ses fesses, son décolleté et tout. Mais en plus de ça, Quiet est aussi un élément de jeu extrêmement pertinent d'utilisation pour le joueur en cause que différents alliés que Big Boss prennent sur le champ de bataille. Quiet est l'allié le plus puissant et le plus utile possible à amener en tant que sniper, donc elle peut se débarrasser d'ennemis à distance. Ce qui va donc aider le joueur. Mais dans le jeu, par contre, arrive une phase du jeu où ce que Quiet va disparaître et le joueur ne pourra plus jamais la récupérer ou la voir d'aucune façon. Donc, le joueur coupé de cette sexualisation qu'est Quiet, en plus de l'élément de gameplay qu'elle représente et de la force ultime sur le champ de bataille, se voit coupé d'un instrument du jeu qui a été offert depuis le début. Étonnamment, ce mécanisme, cette sexualisation ambulante qui est Quiet, va provoquer tellement de réactions négatives auprès des joueurs par son absence qu'il y a des pétitions vont apparaître en ligne pour dire « Rendez-nous Quiet, ça n'a aucun sens que ce personnage quitte le jeu, qu'on ne peut pas la revoir d'aucune façon, nous voulons la revoir absolument. » Ce qui était une réaction, ma foi, exceptionnelle. En positif ou non, je ne le précise pas. Un système de pointage contre la violence dans le jeu. Je vois que le temps s'écoule vite, donc très, très, très vite. Donc le jeu aussi, c'est à travers son mécanisme d'information, son mécanisme de règles qui va donner un sens particulier au jeu. Il y a un système de pointage dans Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain qui fait en sorte que le joueur va changer physiquement selon ses actions. Comme ici, on voit un Big Boss couvert de sang avec une corne particulièrement longue. C'est un changement physique qui s'opère pour Big Boss lorsqu'il commet des actions violentes sur le champ de bataille en tuant des ennemis, par exemple. S'il ne tue pas d'ennemis, il ne sera pas perpétuellement couvert de sang, il n'y aura pas une grande corne sur la tête. Aussi, à la fin de chaque bataille, le joueur est encouragé à ne pas tuer de gens. Par exemple, ici, je n'avais pas respecté correctement les ordres de la mission, mais il y a le joueur a des scores supplémentaires lorsqu'il ne se fait pas repérer, lorsqu'il secourt des prisonniers, lorsqu'il ne tue pas, lorsqu'il n'entre pas dans aucune confrontation et lorsqu'il s'évade de tout ennemi. Donc le joueur ne doit pas avoir d'affrontement. Il y a aussi un système d'héroïsme de points qui sont octroyés aux joueurs lorsqu'il accomplit certains objectifs, comme par exemple sauver des animaux qui sont sur les champs de bataille, qui octroient de l'héroïsme aux joueurs, qui permettent d'évoluer de même. Donc le jeu va habituer le joueur à se désarmer, à faire preuve de non-violence malgré l'environnement militaire.
Donc, c'est un jeu qui veut protéger des valeurs antimilitaristes. Malgré ça, je vois que j'ai un peu dépassé le temps. Je vais essayer de finir ça, tout finir, avant que j'arrive. C'est dommage. Donc, parlant de... Ce que j'essaie de dire vers la fin, c'était... Parler de la rhétorique procédurale de Jan Bogost, d'ailleurs, une référence que je dois totalement à Carl Thering ici présent. Donc, Jan Bogost définit la rhétorique procédurale ainsi. Procedural rhetoric is a subdomain of procedural authorship. Its arguments are made not through the construction of words or images, but through the authorship of rules and behavior. The construction of dynamic models. In computation, those rules are authored in code through the practice of programming. Donc ici, ce que je dirais que ce qui est le plus pertinent à la valeur artistique développée par The Phantom Pain, ce n'est pas ni le scénario, ni la valeur artistique, ni l'insertion d'autres médias, mais en tant que jeu vidéo, ce que The Phantom Pain réussit à faire, c'est à prendre un code, son code de programmation, pour en donner un sens particulier au joueur, entre autres en privant le joueur de quiet, en tant que mécanisme de jeu, mais aussi en attribuant un score à la non-violence, tandis que le joueur n'est jamais privé d'utilisation d'armes. Mais le joueur est encouragé en permanence à faire preuve de pacifisme, à éviter l'affrontement, à éviter la violence, entre autres. Ne serait-ce que même s'il veut que son personnage ne soit pas dégueulasse à regarder, il est encouragé à faire preuve de compassion sur le champ de bataille et à éviter l'affrontement. Jan Bogost va aussi définir 3 types de rhétorique: la rhétorique écrite et verbale, la rhétorique visuelle et la rhétorique procédurale. Là, est-ce que j'ai encore du temps? Ou est-ce que... Oui, OK. Donc, parmi les 3 types de rhétorique que Jan Bogost va définir, donc, c'est quelque chose que je fais par moi, non pas que Bogost voulait faire, mais je trouve qu'on pourrait classer en stratifiant ces 3 types de rhétorique, en mettant au sommet de la chaîne, si on peut dire, la rhétorique écrite et verbale, ensuite la rhétorique visuelle, et en dernier, la rhétorique procédurale. Ce classement-là que je propose, ce n'est pas dans l'objectif de dire que la rhétorique procédurale abat complètement les autres. Au contraire, je suis tout à fait dans l'opinion que tout type de médias se vaut équitablement. Par contre, cette stratification-là a lieu pour dire que la rhétorique écrite et verbale, c'est la première sorte, qui ne peut pas représenter à juste titre d'autres sortes de rhétorique médiatique. Sans que la rhétorique visuelle peut représenter la rhétorique écrite et verbale. Par exemple, si je filme un livre et que je tourne les pages, quelqu'un peut lire et expérimenter le livre, mis à part bien sûr le sens du toucher, de tourner les pages. Et à l'intérieur de la rhétorique procédurale, on peut insérer la rhétorique visuelle. Par exemple, à l'intérieur d'un jeu vidéo, on peut insérer un film complet. On peut, à l'intérieur du jeu, regarder l'écran, le film, changer d'écran, regarder un autre écran télé dans lequel il y aurait un autre film. C'est ça qui est donc possible. En ce sens-là, donc, je propose une stratification de ces rhétoriques-là par laquelle peut s'insérer stratégiquement dans quel autre parfaitement pour représenter l'autre médium qui était la couche supérieure ou inférieure. Bien sûr, pas en termes de qualité, encore une fois, je le mentionne. Si par exemple, on prend un exemple d'un jeu vidéo totalement fictif que j'invente là, où on joue le rôle d'un carré bleu qui doit tuer un méchant carré jaune parmi une bande de carrés rouges innocents. Il n'y a aucun message politique de carré rouge en passant ici. Donc, mettons que le carré bleu réussit à tuer le méchant carré jaune. Et, mon Dieu, il réussit à tuer le carré jaune et 2 carrés jaunes viennent d'apparaître et les carrés rouges innocents se multiplient. On se trouve ici devant déjà un jeu qui a une certaine signification. On peut voir peut-être un message anti-violence, un message comme de quoi la violence n'arrête jamais, mais si le carré jaune n'arrête pas de se multiplier, la violence n'arrête pas. Donc, si on n'aurait jamais tué le premier carré jaune, il n'y aurait pas eu de carré jaune, ni 4, ni 8. Mais à partir du moment où on revient à la scène initiale et qu'on applique une rhétorique visuelle, disons que le carré bleu est un soldat américain, que le carré jaune est un méchant terroriste musulman, et que les carrés rouges sont des civils musulmans normaux. Puis que le soldat américain va tuer le méchant carré jaune musulman terroriste, et que les musulmans terroristes se multiplient par la suite. On se trouve devant un scénario déjà qui se trouve bonifié par la présence de la rhétorique visuelle en plus de la rhétorique procédurale. Mais ça, en plus, nous revenons à l'origine. Le premier, avec le carré jaune qui se fait tuer, qu'on rajoute une rhétorique verbale. Le soldat américain, enfonçant le carré jaune, dit « Vive Donald Trump », par exemple. Et à bas, le carré jaune se multiplie. En plus, on vient de s'insérer non seulement dans un contexte culturel qui est déjà plus précis, mais on vient aussi de s'insérer dans un commentaire précis des événements contemporains. Donc, en conclusion,
j'essaie de présenter, c'était The Phantom Pain, qui est un jeu vidéo qui essaie de convaincre le joueur à se déshabituer de la violence vidéoludique traditionnelle, à travers des voies narratives, cinématographiques et vidéos interactives. J'espère dans la présentation présenter un jeu vidéo par sa capacité à employer des formes médiatiques diverses pour enrichir sa propre rhétorique, démontrer sa capacité à entrer en un dialogue riche avec son public en profitant d'autres formes de communication médiatique comme Kojima le fait avec The Phantom Pain, en additionnant les types de communication intérieure de ses œuvres, donc particulièrement ceux qu'on a vus aujourd'hui.